Habitants de la planète Terre, mesdames et messieurs, j'ai une question pour vous. Qu'est-ce que le fond des océans et l'espace ont en commun? Alors, je ne vais pas tout de suite répondre à cette question parce que je n'ai pas envie de faire un discours structuré. Alors, je n'y réponds pas tout de suite, mais rien que de poser cette question, je suis déjà tout content parce que j'adore tout ce qui a un rapport avec l'espace, depuis tout petit déjà en fait. Et je me souviens, vers 8 ans, j'ai eu mon premier télescope, un petit en plastique, une grosse loupe en fait. Et je me souviens aussi, un peu plus tard, m'être acheté toute une série de documentaires de 60 épisodes sur l'espace. Je suis vraiment passionné par ce sujet et je trouve que l'astrophysique est un domaine fascinant car c'est un domaine dans lequel les scientifiques posent plus de questions qu'ils n'apportent de réponses. Et ça permet de laisser le champ des possibles ouvert et de rêver au grand air, la tête dans les étoiles. Bon, alors si vous êtes déjà senti faiblir, rien qu'en entendant le mot astrophysique, ne vous inquiétez pas, je ne vais pas trop rentrer dans les détails ici. Une autre fois peut-être, hein, si vous survivez aux 20 prochaines minutes. Aujourd'hui, je vais vous parler de comment un certain animal qui vit dans les fonds marins a inspiré les scientifiques pour développer une toute nouvelle sorte de télescope. Alors, je vais d'abord vous proposer une longue introduction sur l'observation spatiale, sur cet animal aussi, je vais vous en parler dans quelques instants. Et ensuite, en deuxième partie, je vous parlerai plus en détail de comment cet animal a inspiré les scientifiques. Alors tout d'abord, l'observation spatiale, je voulais dire un petit mot là-dessus. Je trouve formidable en fait de se dire que notre espèce est capable d'aller dans l'espace et même d'envoyer des sondes en dehors de notre système solaire à des distances vraiment inimaginables. La NASA a déjà envoyé 2 de ces sondes il y a plus de 40 ans, en 1979. Elles s'appellent Voyager 1 et Voyager 2. Ces sondes ont dépassé depuis longtemps les dernières planètes de notre système solaire et ont rejoint maintenant l'espace intersidéral. Et aussi dingue que cela puisse paraître, elles continuent de nous envoyer des données d'où elles sont aujourd'hui. Et ces 2 sondes sont les objets d'origine humaine les plus éloignés de la Terre. Donc voilà, c'est quelques raisons pour lesquelles je suis fasciné par l'astrophysique. Alors, ce projet de la NASA est fascinant, mais je m'intéresse aussi tout autant à d'autres projets d'exploration ici sur Terre, à des projets visant à découvrir ce que nous cache le fond des océans. Alors, c'est à l'opposé de l'exploration spatiale, c'est vrai, et pourtant, ça me procure le même sentiment d'aventure quand j'y pense. Imaginez par exemple la fosse océanique la plus profonde de notre planète, la fosse des Mariannes, à plus de 11 000 mètres sous la surface. C'est à en couper le souffle quand on y pense. Et seulement quelques personnes ont atteint le fond de cette fosse. En réalité, on a même envoyé plus de personnes dans l'espace que dans le fond de cette fosse. Et ça n'a été possible que grâce à des sous-marins spécialement conçus pour l'occasion et résistants à la forte pression qui règne au fond des océans. Ce qui est encore plus fascinant, c'est que ces sous-marins ont fait état d'une incroyable biodiversité, allant de poissons exotiques à d'étranges crustacés. Et je trouve ça incroyable parce que ça prouve que même sous ces profondeurs écrasantes, la vie trouve toujours un moyen de se frayer un chemin. Alors, vous vous demandez peut-être pourquoi je vous raconte tout ça et quand est-ce que mon introduction va enfin se terminer. Eh bien, aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un de ces crustacés en particulier et de comment il a inspiré les scientifiques pour créer
un tout nouveau moyen d'observer l'espace. Alors d'abord, quelques généralités sur ce crustacé. Je vais essayer de vous faire deviner son nom d'abord. On le trouve dans presque tous les océans, mais je suis sûr que la plupart du temps, vous le rencontrez dans un restaurant assez chic, avec beaucoup de beurre, trop de beurre, d'après moi, et aussi de bonnes frites. Personnellement, je préfère le crabe, mais bon, bref. Vous l'aurez sûrement deviné, je vais vous parler des homards. Alors, allons-y, c'est parti. Moi, quand j'imagine un homard, je les imagine un peu comme les aristocrates de l'océan. Et pas seulement parce qu'ils ont le sang bleu, comme les pieuvres. Alors, ceux qui ont suivi mon discours au PAPG se souviennent sûrement de ce moment de torture où j'ai expliqué pourquoi les pieuvres avaient le sang bleu. On pourra peut-être en parler plus tard si vous venez au bar juste après et si ça vous intéresse. Ok, bon, revenons à nos homards. Leur sang bleu n'est pas la seule raison pour laquelle ce sont les rois et les reines des océans. Les scientifiques pensent qu'ils parcourent les océans depuis vraiment très longtemps, environ 360 millions d'années. Et pour être un peu plus précis, 362 millions d'années. C'était sûrement un mardi d'ailleurs, je crois. Et au fil des ans et des millions d'années, de nombreuses espèces de homards ont évolué. Et alors, je vous épargne ici les noms d'espèces, mais pour faire court, il y a deux sortes de homards, l'américain et l'européen. Alors, quand on pense aux homards, on les imagine rouges avec des nuances un peu roses. Mais en fait, ça, c'est la couleur qu'ils ont quand on les cuit. Sinon, ils sont plutôt marrons avec, dans certains cas, des reflets bleus selon les espèces. Je continue sur les généralités sur les homards. Les homards, ce sont des invertébrés. Ça veut dire qu'ils n'ont pas de colonne vertébrale et bien ils n'ont pas de colonne vertébrale, mais ils ont une sorte de carapace très solide appelée exosquelette. Ils ont 5 paires de pattes couvertes de poils minuscules et en utilisant ces poils et leurs antennes, ils sont capables de percevoir leur environnement et de trouver les poissons ou les vers qu'ils vont avoir au dîner. Désolé si mon discours donne faim à certaines personnes. Oh, des gens ont faim. Leurs pattes avant se développent pour devenir d'incroyables pinces. Et pour la petite anecdote, un homard peut être droitier ou gaucher. Je n'invente rien. Leur pince dominante est plus grande et plus robuste. Et c'est avec elle qu'ils vont casser ce qu'ils ont besoin de casser. En plus de ça, autre petite anecdote, ils sont capables de communiquer entre eux en utilisant des substances chimiques sécrétées dans leurs urines. Alors ça peut paraître un peu étrange pour communiquer, mais en réalité, sur Terre, les chiens et les ours utilisent la même technique. Et grâce à cette technique, les homards se rendent compte de qui est le mâle alpha de la bande et aussi, c'est aussi comme ça qu'ils trouvent leur compagne. Une autre raison qui les rend intéressants, et j'ai bientôt fini mon introduction, c'est qu'ils vivent pendant très longtemps, jusqu'à 100 ans. Et pour être un peu plus précis, 104 ans et 32 jours. On trouve même un mythe les entourant. D'après ce mythe, les homards seraient immortels, puisqu'ils continuent à grandir tout au long de leur vie. Mais malheureusement pour nous, ce mythe n'est pas vrai, et les homards grandissent de moins en moins à mesure qu'ils vieillissent et finissent par mourir, comme nous tous. Heureusement pour vous, parce que sinon j'aurais pu continuer à en parler pendant encore 30 minutes. Mais
Alors, ce qui nous intéresse ici, c'est une partie du corps des homards en particulier, dont je ne vous ai pas encore parlé, leurs yeux. Pour chasser au fond des océans, ils ont développé des yeux formidables. Et c'est cette adaptation de la part de notre ami Adipat qui a été reprise par les scientifiques pour améliorer nos techniques d'observation de l'espace et comprendre les origines de notre univers. Alors, il est temps maintenant d'entrer dans les détails. Comment fonctionne l'œil des homards? Eh bien, notre œil à nous fonctionne en utilisant la réfraction. Alors, qu'est-ce que c'est que la réfraction? Eh bien, c'est quand une onde d'énergie, comme par exemple du son ou de la lumière, est déviée en passant d'une substance à une autre. Et quand la lumière pénètre dans nos yeux, en passant par la lentille, elle est déviée ou réfractée pour être concentrée à un point précis au fond de notre œil, la rétine. J'espère que vous me suivez toujours. La rétine, au fond de notre œil, c'est une fine couche de tissu couverte de cellules, et ces cellules convertissent la lumière en signaux neuronaux. Ces signaux neuronaux voyagent jusqu'à notre cerveau par l'intermédiaire du nerf optique. Rien de nouveau jusqu'ici. Notre cerveau interprète ensuite ces signaux pour que nous puissions nous représenter notre environnement. Ce mécanisme fonctionne très bien pour nous parce que nous vivons dans un environnement où la lumière est abondante. Mais comme je l'ai déjà dit, le homard, lui, passe son temps au fond des océans, en eau profonde. Et là, il n'y a pas beaucoup de lumière. Ses yeux doivent donc fonctionner quelque peu différemment. Leurs yeux ont donc évolué pour utiliser la réflexion et non la réfraction. Alors, je vais vous expliquer, et c'est là que ça peut devenir un peu technique, mais il suffit de bien se représenter la chose, de bien s'imaginer à quoi peuvent ressembler les yeux des homards pour poursuivre tout ça tranquillement. Mais alors, je vois les interprètes en cabine ici qui ont l'air déjà fatigués, donc je vais m'arrêter là pour l'instant et je continue de manière plus précise en deuxième partie. À tout de suite.